Salut, on est à Banyuls et c'est le départ d'un petit truc qui s'appelle la Haute Route Pyrénéenne. On l'appelle aussi la HRP ou la Haute Randonnée Pyrénéenne. Il y a quelques années, ce fil conducteur fut tracé à travers les hauteurs des Pyrénées. D'un bout à l'autre, il s'efforce de suivre la ligne de crête. C'est un itinéraire de haute montagne, parfois exposé. À cette altitude, la météo peut parfois être capricieuse. Bon, l'éclair est à moins d'1 kilomètre, c'est pas du tout annoncé. Le niveau de la rivière et du lac est tellement monté que ça cache le chemin. Restant dans la hauteur, ce fil traverse des espaces sauvages et libres, offrant des paysages incroyables. Tu fais le premier arrêt. Le tracé de la HRP lie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique en partant de Banyuls. Il y a 2 mois, mon fils Johan m'a parlé de son projet de faire la HRP cet été. Et finalement, on a convenu que j'allais l'accompagner sur les 15 premiers jours en partant de Banyuls. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait de randonnée itinérante dans les Pyrénées. Et la grande question, c'était de savoir si j'allais réussir à porter le sac pendant 15 jours. Ces premiers jours sont marqués par des passages dans des lieux chargés d'histoire. La frontière fut en effet un lieu de contrebande, mais aussi de passage et d'évasion lors de la Seconde Guerre mondiale. Tiens, voilà encore une porte d'Espagne. Donc j'ai 3 litres et demi, 3 litres 75, 4 litres d'eau, ça va aller ? Dans les Pyrénées, la frontière suit la crête car peu de cols permettent de passer facilement. Aïe aïe aïe. Ah super. T'arrives là, tu ouvres le parapente et Ces premières journées sont d'autant plus fatigantes que nous avons le droit aux canicules et aux orages de fin de journée, avec de la pluie et de la grêle. Chaque jour nous offre des reliefs, des plantes et des animaux différents. Nous sommes surpris de l'incroyable diversité des paysages. Le 6e jour, nous atteignons le Canigou, l'un des symboles de la Catalogne. Salut. S'ensuit le tout premier passage technique de la traversée, la cheminée. Où est-ce que je vais pouvoir mettre mes mains avec toutes ces prises ? Nous passons ce premier passage technique de la HRP avec Johannes et Nadia. Sur ces 15 jours, ce seront les seules personnes que nous croiserons faisant la HRP. Oh, une fontaine ! De l'eau ! Ouais ! Merci. Aïe. Bon, heureusement qu'on s'est mis à l'abri parce que là c'est de la grêle. Hein. Chose amusante des Pyrénées, chaque porte possède son propre système d'ouverture. Je te laisse découvrir. Alors, c'est fermé. Et c'est fermé. Donc le moyen pour ouvrir, c'est... Tu veux un indice? Comme quoi,
Celui qui installe ça, son bricoleur. Nous quittons alors une partie fréquentée vers une partie un peu plus sauvage. Aujourd'hui, c'est une super montée à flanc de coteau pendant plusieurs heures avec les nuages qui nous pèsent sur la tête. Là-bas, il y a l'orage qui tonne. Bon, on a attendu que la grêle et la pluie passent. Puis là, on va essayer de rejoindre le refuge d'huile de terre. Nous croisons alors nos premiers isards, cousins pyrénéens des chamois. C'est la première fois que j'en vois. Éprouvés par les orages, Johannes et Nadia doivent s'arrêter. Nous sommes seuls désormais sur la HRP. Nous aussi, la météo nous en veut. C'est le bon moment pour lancer un super run pendant 1 heure pour arriver à Font-Romeu avant l'orage. Plus petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient en montagne chaque année dans ce genre d'endroit. Mon père insistait pour que nous randonnions tous les jours. Je n'aimais pas ça et je trouvais ça trop fatigant. Et cette année, c'est à mon tour de l'entraîner dans son premier trek depuis plus de 30 ans. Magnifique endroit ici, on serpente au milieu des lacs du Carlite pour rejoindre le pic. En 30 ans, la pratique de la montagne a changé, mais le plaisir reste intact. Ça filme là ou Ouais, pas ça filme. Donc on peut faire les comptes. peut Salut faire mon les yo-yo. Par contre tu fais pas un pas en arrière. Après l'ascension du pic Carlite, nous arrivons dans une cuvette herbeuse. Le sentier est peu marqué et l'absence de rencontres humaines confère à ce lieu un caractère intimiste pour la première fois depuis notre départ. Sans fréquentation, ce lieu a retrouvé son aspect sauvage. Quel plaisir particulier que de fouler un endroit aussi magnifique et aussi délaissé. C'est la fin des Pyrénées-Orientales et le début de l'Andorre. Le balisage et les cartes changent, le chemin devient plus technique. À présent, les points de ravitaillement sont rares. Nous portons 5 jours de nourriture. Et hop, c'est dans le sac. La flore des Pyrénées ne compte pas moins de 4500 espèces, dont 150 sont endémiques. C'est-à-dire qu'elles ne vivent qu'ici. Malgré des conditions difficiles imposées par le milieu montagnard, de nombreux animaux et plantes arrivent à s'adapter. Pour nous, c'est un passage difficile. La chaleur et la technicité des pierriers augmentent notre fatigue déjà bien présente.
Une soupe, un dodo et ça repart. Nous sommes plus lents que prévu. Pour gagner du temps, nous décidons de suivre une variante trouvée sur internet sans passer par l'étang Fourquin. Pour la première fois, nous sortons des sentiers. La journée s'allonge, c'est escarpé, et nous nous demandons si ce chemin existe vraiment. L'IGN indique qu'il y a un chemin, mais il n'y en a pas. Et la trace fait un peu n'importe quoi, il y a des passages où elle apparaît pas du tout. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on galère à essayer de suivre la trace. On n'est pas sûr de là où ça passe. On a une hypothèse qui est qu'il va jusqu'au ruisseau là, et on remonte la plante herbeuse et il va à droite. On n'en sait rien parce que ça c'est la partie facile. Et après un peu plus loin ça devient des pointillés. On est crevé en plus. Donc on va faire demi-tour et puis on va essayer de trouver une autre manière de passer de l'autre côté. Faut savoir faire demi-tour. Toujours. Bredouille, nous arrivons alors dans la vallée de Soulsem. Celle-ci est garnie d'oris, ces abris de pierre de berger, dignes représentants de pratiques ancestrales. Nous passerons la nuit dans ce cirque impressionnant sous un plafond étoilé. Aujourd'hui, on fait 13 km pour remonter jusqu'à Muniku et après on enchaîne sur l'étape 28. Et la journée est loin d'être finie. C'est une vallée qui sert de pâturage depuis un millénaire à peu près et qui est vraiment à la croisée entre les 3 pays, France, Andorre et Espagne. Du coup, on a réussi à rejoindre Muniku. Mine de rien, ça fait quand même une grosse montée de 1400 mètres en plus de ce matin. Et après, il y a encore 300 mètres. Donc là, il faut qu'on monte ça et il y a de la pluie qui arrive. Ouais. Passage en Espagne. Il fait toujours beau en Espagne, mais aujourd'hui, c'est pas toujours. Bon, l'éclair est à moins d'1 kilomètre. C'était pas du tout annoncé, donc là on se prend tout masse pluie. Je sais pas ce que ça va donner. Ça commence à grêler. Bon, le niveau de la rivière et du lac est tellement monté que ça cache le chemin, donc on a oublié de contourner pour essayer d'atteindre le refuge, donc je pense qu'on va y arriver très tard cette nuit. Bon, ça s'est encore empiré, donc on a réussi à mettre la tente là. Maintenant il faut qu'on se réchauffe parce qu'il fait 15 degrés en plus. C'est vraiment catastrophe, hein. Et la météo disait soleil. Est-ce qu'on va rester au sec cette nuit ou pas? Grosse question.
Bon, on a passé la nuit dans ce petit refuge qui était bien providentiel parce que sinon après fallait remonter sous 2 heures de pluie battante au refuge. Finalement l'intérieur a pas été inondé. Là le seul problème c'est que tout est mouillé ce matin, y compris nos chaussures, donc on est obligé de s'arrêter au moins le temps que les chaussures sèchent. Pour papa je pense que c'est la fin de l'aventure. Les chaussures imperméables sont devenues des vraies piscines. C'est lourd à porter. Mais enfin, j'aurais quand même fait mes 15 jours de rando. Voilà, début de la deuxième partie où moi j'arrête, c'était prévu comme ça. Et Yo-Yo, il y va tout seul. Voilà. Quelle sensation après avoir passé 15 jours en compagnie de mon père. La montagne sauvage et cette haute traversée sont d'un coup beaucoup plus intimidants. Seul et sans réseau, je n'ai pas le droit à l'erreur. Étrangement, cet isolement m'apporte un sentiment incroyable de liberté et d'exaltation. La montagne, si imposante et me rendant si fragile, est d'autant plus belle. Et là j'arrive à un endroit où il n'y a plus de sentier et la trace a l'air de monter là-haut. J'ai rencontré un groupe d'Espagnols qui m'a indiqué par où passer. Ils m'ont dit que c'était pas la bonne trace que j'avais. Et ils m'ont dit de suivre les cairns. Faut que je trouve les cairns. Ils devaient faire un sommet mais ils ont fait demi-tour à cause de la grêle. Bon, pas trouvé de cairn. J'arrive au col. La contrainte humaine qu'était notre planning se transforme alors en contrainte naturelle. Il faut faire face à la météo et à la montagne. Bon, c'est reparti pour de la pluie. Le déjeuner c'est un peu toujours la même chose, hein. Tomates, chips, fromage, pain, mayonnaise, tomate. Je rencontre Rémi, qui fait aussi la HRP. 22 mm de pluie sont annoncés le lendemain et il n'y a pas d'abri sur la route. Je m'arrête donc à Viella pour m'abriter et faire le plein de vitamines. Les jours suivants, la pluie est encore annoncée, laissant un unique créneau pour gravir l'Aneto. Je fais le choix difficile de sauter le massif des Encantas pour en profiter. Je passe la journée avec Rémi. C'est rassurant de se lancer à deux à l'assaut des Hautes-Pyrénées qui s'annonce plus technique. Ah ouais. Putain, c'est pas mal. Du coup là on a fini la première grosse moitié de la HRP, donc on a passé la ligne de partage des eaux. Dans le même temps on a fini la partie de la Catalogne et du Val d'Aran. Salut, il est 5h du mat et puis là c'est le début de la balade pour aller à la Neto. Voilà. Le soleil rougissant à l'horizon, j'évolue seul face à cette immense montagne. Le glacier se dévoile alors.
Le pas de Mahomet est la dernière difficulté, un peu aérienne, avant le sommet de l'Aneto. Voilà le sommet de l'Aneto. Sommet des Pyrénées, point culminant de cette variante HRP. Après cette ascension en solitaire, sur le glacier comme dans les airs, arriver dans cette plaine m'offre un sentiment d'accomplissement et de liberté. Très vite, je quitte la vallée touristique pour la haute montagne et ses espaces sauvages. Ici, l'altitude donne à la montagne un aspect aride et inhospitalier. Malgré cette inhospitalité, certains animaux arrivent à se développer. L'écosystème montagnard est séparé en différents étages, dont l'altitude est la principale caractéristique. Plus l'on monte et plus les conditions deviennent difficiles. Passé les 2000 mètres, les arbres disparaissent. Ici, le chemin côtoie souvent les 3000 mètres. Et pourtant, à chaque étage, la faune et la flore ont su s'adapter. La diversité géologique n'est pas en reste. En effet, cette jeune montagne de 40 millions d'années est composée de roches qui en ont 260. Cirque de Troumouze. Y a beau, hein. Comme la vallée de Soulsem, le cirque de Troumouze est un lieu de pâturage depuis des milliers d'années. Là, ce qui tombe, c'est de la grêle. Bon, ben on va espérer que la tente tienne le coup. Allez, salut! Bon, voilà l'intérieur de l'abri. Donc là, j'ai les trucs de valeur un peu, la batterie pour recharger les trucs. Là, il y a de quoi faire le dîner pour ce soir et le petit déj de demain matin. Et donc là, j'ai mis le sac dans le sursac. Faire très attention à ce que ça touche pas la toile extérieure. Et j'ai le duvet qui est là quand ça sera l'heure.
On dit que dans plusieurs millions d'années, tout ce qui restera de nous sera des sédiments. Tandis que je parcours ces paysages incroyables, je me demande si ces sédiments ne sont pas quelques restes de plusieurs millions d'années. Ah, la fin de la partie technique de la journée s'approche. Voilà la fameuse brèche de Roland. Tandis que je monte dans la brume, j'ai la surprise de tomber nez à nez avec un isard. C'est incroyable de pouvoir l'observer de si près. Les surprises se poursuivent. Voilà, donc là ça fait 4 heures qu'il pleut énormément, avec des gros orages qui tombent là. Donc ça va. C'est juste la tente a pas tenu le vent parce que les piquets se sont arrachés vers 5 heures du matin, donc il a fallu les remettre. Mais là jusque là ça va. Je pense qu'elle tiendra pas la flaque d'eau par terre par contre. Voilà. Donc dès qu'il y a une accalmie, je file au refuge. Ouais, donc là il y a tout qui a été arraché, là les piquets, tout s'est en allé. Ah, typiquement. Au refuge, je rencontre un Allemand, un Néerlandais et un Anglais, avec qui je ferai l'ascension du Vignemale le lendemain. Comme à la Netto, le glacier n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est amené à disparaître dans les prochaines années. De par sa fréquentation, il faut faire attention aux chutes de pierre, en montant comme en descendant. Il est temps pour moi de reprendre la HRP. En redescendant, je croise la route d'Alex. Il semble aller au même endroit que moi, alors on décide de partager un bout de chemin. Après 10 jours de solitude, ça fait bizarre de retrouver de la compagnie.
Faire la route ensemble ne nous empêche pas de prendre des variantes différentes. Chacun peut ainsi suivre ses envies sans contrainte. Nous quittons la haute montagne pour le Balaïtous plus fréquenté. Nous croisons les premières personnes faisant la HRP dans l'autre sens. Nous commençons à croiser de plus en plus de troupeaux et de bergeries. Voilà, on arrive à la fin de ces Pyrénées centraux avec juste derrière le pic de Midi d'Osso. Cette journée, riche en rencontres animales, nous donne l'occasion de rencontrer de très nombreux vautours fauves. Ceux-ci sont tous attroupés autour d'une carcasse. Bonjour. Je pense qu'elle a compris qu'il y avait à manger dans la tente. Bon, on a réussi à la repousser là-bas. Parce qu'en fait, elle commençait à lécher ma tente. On a le droit à un super coucher de soleil. Au final, nous n'avons pas fermé l'œil à cause du bruit des cloches. Nous avons la surprise de croiser plusieurs dizaines d'isards, avec de très nombreux petits. Alors que nous pensions les passages techniques terminés, le cirque dans sa berre nous offre une super variante, pleine de calcaire et de difficultés, mais aussi une vue incroyable. Donc le Picani, là, c'est le dernier 2500 avant l'océan. On quitte vraiment les montagnes un peu élevées. Plus nous avançons, plus la montagne se remplit de troupeaux. Le défi est alors de trouver un endroit tranquille pour dormir la nuit.
Nous passons le dernier sommet à 2000 mètres, laissant derrière nous les hautes montagnes. Les Pays Basques s'étendent alors à perte de vue. Je quitte alors Alex. Tandis que je perds en altitude, la température monte avec une deuxième vague de canicule. Le sentier croise la route de nombreux cromlechs, ces cercles de pierres anciens. En hors sentier, je dois frayer mon chemin dans des fougères plus hautes que moi. En dehors, le sentier n'est plus que route et chemin blanc. Pressé d'arriver, en 3 jours, j'enchaîne 120 km et 5000 mètres de dénivelé. Des incendies d'ampleur historique se déclarent en Gironde. La fumée, charriée sur des centaines de kilomètres, vient s'écraser sur les montagnes, leur donnant un aspect lugubre. Là, il fait vraiment très chaud, il doit faire, je sais pas, 36. Je croise des potocs, cette célèbre espèce de poney des Pays Basques. Les journées sous 40 degrés sont difficiles. Les meilleurs horaires pour marcher sont avant 8h et après 20h, quand il fait 32 degrés. Les points d'eau sont asséchés. Je fais de plus en plus de pauses. Aujourd'hui c'est le dernier jour de marche là. J'essaye de doubler les 2 dernières étapes et surtout il fait 40 degrés. Et donc là ça fait 6 heures que je marche à peu près. Et ouais, c'est très dur. Jusqu'au dernier moment, la mer reste cachée. Et soudain, l'arrivée se dessine. Étreint de fatigue et de bonheur, j'atteins enfin l'océan. Une incroyable vague d'émotions me submerge alors, après un mois d'efforts si intenses et de paysages si merveilleux. Il est temps pour moi de se reposer.